L'idée est donc que lorsque vous êtes d'une certaine fréquence, qui évolue dans une direction positive, lorsque vous naviguez dans une direction positive, lorsque vous prenez des mesures qui reflètent le type de monde dans lequel vous préféreriez vivre, et vous vous dirigez dans cette direction. Ainsi, la Terre sur laquelle vous vous retrouvez est déjà une Terre qui ne connaît pas. L'idée de la destruction dont vous parlez est préoccupante, mais il est essentiel que vous preniez des initiatives qui incitent également les autres à vous regarder comme un modèle vivant de la façon de les mettre en pratique. Le partage d'informations crée des alternatives, à l'instar de ce que nous faisons en ce moment. Les gens peuvent choisir s'ils souhaitent intégrer ce type d'informations dans leur existence, influençant ainsi leur manière de vivre, l'idée de leur transition vers différentes réalités de la Terre, où ils peuvent choisir de tout ignorer. Ce n'est pas de notre ressort de juger leurs actions, car nous ne connaissons pas leur chemin individuel. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Dewanka. Merci Alex, c'est toujours un plaisir d'être ici. Oh là là, merci infiniment d'être revenu dans notre émission. Comme je l'ai mentionné, on devrait vraiment faire cela au moins tous les trimestres. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde aime vraiment quand on prend le temps de se poser et de commencer à discuter tous ensemble. C'est votre quatrième fois ici. Donc, vous êtes le quatrième, c'est la quatrième fois que vous participez à l'émission. Et nos autres conversations ont eu pas mal de succès. Les personnes sont réellement intéressées. Non seulement vos conversations, mais aussi, pour une raison inexpliquée, cette magie qui semble opérer entre vous et moi, monsieur. Pour ceux qui ne vous ont jamais rencontré auparavant et qui ne connaissent pas votre identité, pourriez-vous offrir à tous un bref aperçu de qui vous êtes? Présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites, hein. Eh bien, depuis les 40 dernières années, je suis un canal pour une entité que nous appelons Bachar, qui se présente comme une conscience extraterrestre, un être extraterrestre. Cela a donc constitué mon intérêt principal. Cependant, j'ai aussi mis en scène des films, j'ai rédigé des ouvrages. Actuellement, ma conjointe et moi-même possédons et dirigeons une salle d'évasion située à Los Angeles. Donc, toutes sortes de nombreuses entreprises innovantes présentent des orientations extrêmement variées. Alors, tout ce qui suscite en moi une véritable et immense passion. Je le fais. C'est exact. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés à l'origine dans le monde du cinéma, il y a tant d'années. Seulement une, certainement pas deux. D'accord, donc une seule, c'est entendu. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de physique quantique et de spiritualité et de la manière dont on peut combiner les deux, et j'aimerais entendre le point de vue de Bachar à ce sujet. Pouvez-vous expliquer ou comment Bachar explique-t-il le lien entre la physique quantique et la conscience humaine? Eh bien, je pense que la physique quantique commence à aborder l'idée qu'il est possible de quantifier le concept d'esprit, suggérant qu'il n'est pas vraiment une entité surnaturelle, mais plutôt une autre forme de réalité, une expression de la nature, une autre chose naturelle que nous sommes sur le point de codifier et de quantifier à notre compréhension. C'est donc véritablement une extension de notre compréhension de la physique, selon moi, et Bachar en discute précisément dans ces termes. C'est un spectre. Il fait partie intégrante du spectre de la réalité physique, tout comme vous en êtes un élément. Vous savez, un spectre d'énergie électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière visible ou invisible, rouge, orange, jaune, en remontant le spectre vibratoire. Donc, il dit essentiellement que la réalité physique est une fréquence particulière. Et si vous continuez simplement à augmenter la fréquence, vous rencontrerez ce que nous appelons en gros la réalité non physique ou le royaume des esprits. Donc, je pense que c'est juste une transition fluide d'un niveau à l'autre. Et donc, la physique pourrait être légèrement différente dans le royaume des esprits, mais néanmoins, c'est, comme il le croit, toujours une extension de ce que nous connaissons déjà et commençons à comprendre dans l'exploration de la mécanique quantique. Qu'en pensez-vous, ou plutôt quand est-ce que Bachar pense que nous allons réellement commencer à bien comprendre la mécanique quantique? Car cela fait déjà plus de 100 ans qu'elle a été formulée, mais les avancées ont été lentes, en grande partie à cause de nombreuses résistances, n'est-ce pas? Oui, je pense que l'un des aspects fondamentaux qu'il souligne, c'est l'importance de prendre en compte la conscience au moment où nous l'intégrerons dans nos équations. Alors,
nous allons vraiment faire des progrès rapides et nous ne pouvons pas l'ignorer. Je veux dire, ça a toujours été d'une certaine manière l'un des, pourrions dire, les hésitations ou résistances en science consistent souvent à écarter l'émotion et la conscience des expériences que les scientifiques mènent. Cependant, je pense que c'est une erreur fondamentale car une grande partie de la réalité physique est intrinsèquement liée à notre état de conscience, à notre état de perception et à notre niveau de sensibilisation. Et donc, je crois fermement que certains physiciens quantiques à la pointe de la recherche commencent à entrevoir l'importance de cette connexion. Et je crois qu'avec un peu de chance, ils iront encore plus loin. Mais je pense qu'une fois que nous le ferons, nous réaliserons des progrès incroyables dans notre compréhension du fonctionnement de la réalité, du fonctionnement de l'univers. Alors, concernant la réalité, que dit Bachar à propos de la théorie de la simulation, de l'idée que nous vivons tous dans un rêve, que tout est Maya, une illusion, et toutes ces sortes de choses, hein? Eh bien, il dit que c'est une simulation, mais c'est notre simulation. Ce n'est pas une simulation externe. Nous la créons parce que la réalité physique est une projection de la conscience. C'est une illusion. En gros, il affirme que l'esprit est notre état naturel. Nous y sommes en ce moment même. Nous ne l'avons jamais réellement quitté, l'essence spirituelle. L'idée que vous délaissez l'esprit pour la réalité physique est un malentendu. Vous concentrez juste une portion de votre conscience spirituelle dans ce que nous nommons réalité physique, une expérience semblable à un rêve ou une simulation. La majorité de votre être reste en esprit, consciente de sa nature spirituelle. La manière dont nous nous connectons à cette part de nous en tant qu'être physique est ce que nous nommons l'esprit supérieur, la composante non physique qui guide l'esprit physique et influence notre parcours dans la réalité matérielle. C'est comme si nous avions scindé notre âme en deux parties, une physique et une non physique. Nous utilisons la partie non physique pour diriger la partie physique. La partie physique vit dans la vallée de la réalité physique, limitée par ses contours. En contraste, l'esprit supérieur, notre aspect non physique, trône au sommet de la montagne. De là-haut, il a une vue d'ensemble sur notre existence en tant qu'être physique. Il peut ainsi mieux voir notre chemin et nous guider sur la trajectoire la plus juste pour notre croissance. Si nous ignorons cette guidance, nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière la prochaine montagne, vous savez, et nous tombons dans des trous parce que nous ne savons pas où nous mettons les pieds. Il est donc très important que nous établissions en quelque sorte cette relation avec notre moi supérieur, avec notre conscience non physique, afin que nous fonctionnions comme des êtres complets et que nous puissions avancer de manière intégrale. Bachar dit en quelque sorte, si nous comptons uniquement sur l'esprit physique et que nous ignorons l'esprit supérieur, alors nous fonctionnons littéralement comme des demeurés parce que nous nous privons de l'orientation d'un aspect de nous qui voit au-delà, avec une perspective plus large sur l'essence de notre vie. Ainsi, cela serait fort comparable à un joueur qui manipule un avatar. Dans un système de jeux vidéo, nous avons une vue d'ensemble du plateau, du niveau entier ou de tout l'univers du jeu. Cependant, l'avatar, lui, ne peut voir que quelques mètres à l'avant. C'est exactement cela. Et dans cette situation, l'avatar lui-même est aussi conscient, car il représente une projection de la conscience, celle du joueur. Ainsi, cela reflète la nature de l'âme. La nature de l'esprit est entièrement une projection de cette dernière. Tout fractionnement de celle-ci engendre une entité consciente. Et encore, vit Charles dit, c'est comme si, en esprit, nous rêvions que nous ne sommes pas en esprit. Donc, nous avons créé une simulation pour nous-mêmes, afin de vivre l'expérience de l'oubli de qui nous sommes réellement, pour que nous puissions redécouvrir qui nous sommes, mais d'un nouveau point de vue. Et c'est ainsi que la création s'étend sans cesse. La structure de l'existence, telle que décrite par Bachar, ne change jamais. Elle est immuable, elle est ce qu'elle est. Notre relation se définit par notre expérience partagée. De cela, et notre perspective de cela évolue sans cesse. C'est de cette manière que la création se déploie véritablement. Alors, laissez-moi poser cette question car il y a un concept et je suis profondément fasciné par ce concept qui est très difficile à saisir pour les petits ordinateurs que sont nos cerveaux, à savoir que tout se produit simultanément. Cela implique que toutes nos existences, celles que nous appelons nos vies passées, futures, et bien sûr notre vie présente, se déroulent en parallèle, exactement au même instant. Et si nous entreprenons une action dans cette vie-ci,
Il, entre guillemets, se répercute en arrière ou en avant, cela change notre perspective. Bachar ou toi, peux-tu expliquer cette compréhension pour nous, simple d'esprit, ici-bas, à saisir? Ouais, enfin, je veux dire, il utilise souvent quelques analogies très simples, juste pour donner une explication simpliste pour l'idée de comment ça fonctionne. Et l'une d'elles, c'est en gros nos programmes télévisés. Vous regardez une émission à la télé. Vous savez qu'au moment où vous regardez cette émission, il y a des dizaines et des dizaines d'autres émissions diffusées en même temps. Vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas réglé sur celle-ci. Mais si vous changez de chaîne, alors vous obtenez un autre programme. Mais cela ne signifie pas que le programme que vous regardiez il y a une seconde a cessé de jouer. Donc, il n'y a, disons, qu'un seul téléviseur sur lequel tous les programmes doivent être diffusés en même temps. Mais vous ne captez que ce sur quoi vous êtes réglé, la fréquence vibratoire sur laquelle vous êtes accordé à un moment donné. Mais si vous changez de fréquence, vous captez autre chose, et de manière assez rudimentaire. C'est ce qu'il dit. La réalité est structurée comme s'il n'y avait qu'un seul téléviseur, et tous les programmes sont diffusés. Tout est ici et maintenant. Et lorsque vous modifiez votre conscience et la fréquence de votre être, d'une certaine manière, vous provoquez un basculement dans différents programmes. Ainsi, vous parvenez à ce concept que l'on nomme changement, temps et espace. Une autre analogie est celle de la pellicule de film. Vous et moi venons du monde du cinéma. Nous comprenons cela. Une pellicule est composée de plusieurs images. Maintenant, lorsque vous la projetez sur un écran de cinéma, vous ne voyez qu'une image à la fois. Mais le projectionniste peut tenir la pellicule et dire, regardez, toutes les images sont là en même temps. Elles existent toutes en même temps. Mais vous, dans le public, n'en percevez qu'une à la fois, car je fais passer la lumière du projecteur à travers une seule image à la fois, et je la projette sur l'écran de cinéma. C'est la simulation. Car aucune image individuelle ne contient de mouvement en elle-même, aucune expérience, pas de conscience de soi, mais en créant une séquence d'images, vous créez cette illusion de mouvement, de changement et d'évolution. Et vous avez une découverte. Vous avez une histoire qui se déroule. En gros, il dit que c'est ainsi que fonctionne votre conscience. Votre conscience est la lumière du projecteur, et elle se déplace à travers différentes images des milliards de fois par seconde, pour créer cette douce illusion de continuité dans le temps et l'espace qui continue d'avancer dans une certaine direction. Nous sommes donc les projecteurs, et tous les cadres existent en même temps. Cependant, en fonction de notre état vibratoire, de notre état de conscience, notre perspective va déterminer à travers quel cadre nous projetons notre lumière et de quelle manière nous expérimentons le déroulement de ce que nous nommons la réalité physique. Avec cette analyse, cela a-t-il aidé ou bien? Cela n'a-t-il fait que? Non, en vérité, c'était une explication vraiment excellente et simple, qui commence à capturer l'essence, à la rendre compréhensible. Il ne saisit pas encore tout à fait le concept, cependant. Mais, comme vous l'avez mentionné, avec cet exemple un peu grossier, je comprends mieux la situation. Avant de poser la question, formulons-le de cette manière. Alors, quel est le similaire? Lequel était, j'allais dire, partout dans le monde? Il y a 1 million, 1 milliard des choses qui se passent, 1 trillion de choses qui se passent partout dans le monde auxquelles je n'ai pas accès, mais qui se produisent quand même, que je concentre mon énergie dessus ou non. Juste à l'extérieur, sur la pelouse où je me trouve, il y a un univers gigantesque de choses qui se passent dans le sol et que je ne peux pas percevoir. Eh bien, oui, mais vous avez un accord à respecter, une idée consensuelle de ce que signifie la réalité. Il y a donc des niveaux collectifs de cette réalité et il y a des niveaux individuels. Sur le plan individuel, nous faisons l'expérience de ce sur quoi nous sommes concentrés en tant qu'êtres individuels. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas une partie de notre conscience qui ne suit pas l'idée que oui, toutes ces autres choses peuvent également se produire, même si je ne me concentre pas dessus et que je ne suis même pas conscient de certaines d'entre elles, parce que c'est l'accord global que nous avons tacitement accepté. C'est comme dire, j'ai accepté de jouer aux échecs et je vais jouer selon les règles des échecs, mais je peux avoir différents types de pièces sur l'échiquier. Elles peuvent être faites de différents matériaux, avoir des formes variées, mais le jeu reste le même. Je suis capable d'avoir mes propres stratégies, mais je suis dans la partie d'échecs et je sais que d'autres personnes jouent aux échecs à leur manière, avec leurs propres pièces, leurs propres stratégies, mais nous sommes tous ici à jouer aux échecs, maintenant. Pouvez-vous parler? Bachar peut-il éclairer sur le rôle de l'effet observateur dans la création ou l'influence de notre propre réalité? Eh bien, une fois de plus, c'est l'idée selon laquelle nous sommes les créateurs de notre réalité. Nous façonnons notre expérience de vie en fonction de nos croyances
sur ce qui est vrai à propos de nous-mêmes et de notre rôle au sein de l'accord collectif. Ainsi, l'effet observateur devient en réalité la cause observateur. En ce qui concerne le fonctionnement de la réalité physique, c'est un peu comme un miroir qui reflète ce que nous émettons. Ainsi, la physique quantique commence à peine à comprendre ce phénomène. Nous participons activement à nos expériences vécues. Ce n'est pas là, ce n'est pas quelque chose d'objectif, c'est en fait subjectif. Alors, lorsque nous avons une certaine perspective, lorsque nous avons un certain système de croyances, c'est tout ce que nous arrivons à voir. Lorsque nous changeons nos croyances, nous pouvons voir autre chose. C'est quelque chose de très multicouche, de type holographique. Comme nous l'avons dit, tout est là. Mais 99% nous est invisible, jusqu'à ce que nous changions de fréquence, comme si nous changions de chaîne à la télévision. Alors nous découvrons quelque chose de différent qui a toujours été là. Mais nous ne pouvions pas le voir car nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Nous n'étions pas sur cette chaîne. Ainsi, tout est le résultat de ce que nous choisissons d'observer en fonction de ce que nous croyons être vrai, ou ce qui est pertinent pour notre expérience, dans le thème que nous avons choisi d'explorer en tant qu'être spirituel, dans cette expérience de la réalité physique. Pouvez-vous parler un peu de l'enchevêtrement quantique et comment cela pourrait-il être un exemple de phénomène non classique en physique? L'interconnexion qui nous unit tous est souvent méconnue et beaucoup adhèrent à cette fausse idée de séparation qui nous isole. Exactement, exactement. Je veux dire, je pense que c'est vraiment l'une de mes idées préférées. En mécanique quantique, cela est dû au fait que, je pense, vous savez, dans une certaine mesure, Einstein avait raison. Il affirmait qu'il n'existe pas d'action fantôme à distance, même si cela peut paraître possible, quelle que soit la distance qui sépare deux particules. Si vous en affectez une, vous affectez immédiatement l'autre. Et cela, apparemment, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Oh, pour transmettre des informations d'une particule à une autre. Mais voyez-vous, je pense que ce sur quoi Einstein avait fondamentalement raison, c'est que l'intrication ne prouve pas l'action à distance. L'intrication, du point de vue de Bachar, nous montre que la distance est une illusion. Il n'y a pas de véritable séparation. Nous pouvons créer l'expérience de la séparation, mais c'est une illusion. Ainsi, la seule façon pour que les choses soient aussi intriquées, c'est qu'elles doivent être réellement au même endroit, étroitement interconnectées. Donc, je pense que certains scientifiques ne saisissent pas l'essentiel en croyant que, oh oui, cela a simplement un effet. Nous nous efforçons de comprendre comment cette information peut se déplacer. Vous savez, d'une certaine manière, être reçu par une particule qui se trouve à des années-lumière instantanément. Et elle sait ce que fait l'autre particule, pour ainsi dire. Mais je pense que c'est un malentendu. Je crois que c'est cela. L'intrication nous montre que la distance n'existe pas vraiment. C'est notre illusion et que les particules sont réellement ici et maintenant. Cela est logique, car lorsque l'une des particules affecte l'autre, il n'y a pas de distance réellement franchie. L'information est alors échangée de manière instantanée, étant donné que ces particules existent simultanément au même endroit et au même instant. Cela démontre essentiellement qu'en quelque sorte, ni le temps ni l'espace n'existent véritablement. Oui, il existe certainement quelque chose que l'on peut appeler une expérience, mais il n'y a pas de chose en soi qui existe séparément de notre illusion, de notre projection de conscience. C'est une façon de vivre la réalité. Ce n'est pas un lieu en soi, parce que c'est ça le truc. Les scientifiques poursuivent inlassablement la quête de la théorie unifiée de tout, et leur méthode s'apparente à un exercice de réduction. En d'autres termes, ils cherchent à simplifier les différents phénomènes observés. Leur objectif est de déceler le phénomène sous-jacent, unique, le principe fondamental qui pourrait tout expliquer. Pour y parvenir, ils doivent aussi envisager de réduire les concepts de temps et d'espace. Je n'ai que rarement entendu des discussions sur le temps et l'espace abordés de cette manière. Outre le fait que Bachar dise, regardez, si vous voulez jouer le jeu de la réduction et chercher un principe unique, le temps et l'espace doivent être inclus dans cette équation, de manière à ce que, lorsque vous réduisez l'espace, lorsqu'il est exprimé de la manière la plus minimaliste possible, vous aboutissez fondamentalement à un point dépourvu de dimension. Si vous réduisez le temps de la même façon, vous aboutissez à un seul instant qui est intemporel. C'est ainsi qu'il désigne le point sans dimension, ici, et l'instant qui échappe au temps, maintenant, ici et maintenant. Alors, si tout peut être véritablement réduit à un seul point précis et à un instant unique, tout ce que nous expérimentons, toutes ces multiplicités d'événements et de moments,
ne sont en fait que des angles différents, des façons différentes de voir et de vivre un unique instant dans l'espace et le temps. Donc, cette solitude dans le temps et dans l'espace, perçue de cette manière, démontre en réalité l'existence de réalités parallèles, car c'est notre perception même du temps et de l'espace qui est en question. Car vous avez ces idées que je peux être à plusieurs endroits à la fois et que je peux vivre plusieurs instants dans le temps. Chacun de ces instants est une réalité différente, car c'est une perspective différente du seul et unique moment, du seul et unique lieu qui existe. Et donc, ce sont des réalités parallèles, des moments différents, des lieux différents sont des réalités parallèles. Parce qu'il n'y a au fond qu'un seul lieu et qu'un seul moment pour commencer. Fondamentalement, cela a-t-il du sens? Cela a tout à fait du sens, effectivement. Alors, lorsque vous mentionniez que tout est instantané, il n'existe ni notion d'espace ni de temps, avec l'intrication des particules. Quand je discute avec ceux ayant vécu une expérience de mort imminente de l'autre côté, elles posaient juste une question dans leur esprit, dans leur conscience, et c'était un téléchargement instantané de toutes les informations dont elles avaient besoin. Elles se disaient: «Ah, je comprends maintenant la physique quantique», mais elles ne ramènent pas ça avec elles. Très souvent, car c'est un processus en question. D'accord. Mais de l'autre côté, c'était instantané, genre ça. Cela se tient. Oui, parce que cela reste intemporel. Il n'existe aucun décalage dans le temps. Aucun processus n'est en œuvre. Votre expérience du temps et de l'espace est différente. L'instant précis où vous imaginez être ailleurs, vous y êtes déjà. L'instant précis où une idée vous traverse l'esprit, vous la comprenez immédiatement. Il n'y a pas de décalage temporel. C'est ce pourquoi la réalité physique existe, pour vivre le processus de découverte de quelque chose. C'est ce qui vous permet d'avoir une expérience de nouveauté. Alors qu'en esprit, tout est là. Vous y avez accès immédiatement et vous ne pouvez pas vraiment faire l'expérience de la découverte de la même manière. Vous ne pouvez pas vraiment être surpris de la même manière, et c'est l'avantage. Pour ainsi dire, de vivre une expérience de la réalité physique, c'est que nous avons la possibilité d'être surpris. Nous pouvons découvrir des choses et les voir sous un angle différent. Alors ici sur Terre, il faudrait acheter un billet, monter dans un avion, voler jusqu'en Italie et déguster notre gelato. Mais de l'autre côté, le gelato. Et juste à côté, dans votre estomac, déjà si tant est que vous ayez un estomac. Mais c'est le processus d'exploration, de découverte du temps et de l'espace, de marche et de plaisir qui a de la valeur, Ouais, ça apporte de l'enrichissement, n'est-ce pas? à l'opposé de l'obtenir de manière instantanée. Oui, et de nombreuses personnes croient que l'obtenir instantanément serait idéal, mais souvent ce n'est pas vrai, car ils ne considèrent pas les conséquences à l'instant où vous obtenez tout. Il n'y a plus rien à faire. Je t'aime tant. C'est typique de la génération de mes enfants d'avoir accès à tout le contenu jamais créé du bout des doigts, alors que moi, je devais aller chez Blockbuster pour trouver des films. Et s'ils étaient tous loués, tant pis. Et ils doivent quand même appuyer sur un bouton. Ils sont actuellement obligés d'appuyer sur un bouton. Cependant, à long terme, et je dirais dans les 100 prochaines années, il est probable que cela puisse être transmis directement, avec quasi-certitude. Cependant, cela ne modifie en rien la réalité que vous vivez toujours une existence physique et que, dans ce cadre, il se déroule des événements distincts de ceux qui auraient lieu dans le royaume des esprits. Bachar suggère-t-il des applications pratiques issues des principes de la physique quantique pour le développement personnel ou la compréhension spirituelle? Eh bien, il simplifie tout à ce qu'il désigne par la formule. Et ce manuel, ce guide pratique articulé en 5 étapes clés, est, d'après lui, ce que nous appliquons déjà de manière innée pour façonner notre expérience de la réalité physique. Il nous éclaire sur nos propres processus internes. Cela nous permet de les exécuter avec une pleine conscience et ainsi de parcourir notre vie avec davantage de lucidité, en manifestant délibérément ce que nous désirons plutôt que de générer inconsciemment des circonstances qui nous confrontent à bien plus de situations indésirables. Ainsi, cette formule, ces 5 étapes essentielles, sont présentées de manière simplifiée à un niveau fondamental, car nous pouvons approfondir chaque section. Dans les autres épisodes, dans les autres conversations, nous avons passé en revue les 5 étapes, donc nous n'avons pas besoin de nous y attarder ici. Car si quelqu'un veut approfondir, je laisserai un lien pour eux. Parce que dans l'une de nos conversations, nous explorons vraiment en profondeur ces 5 étapes. Alors, passons à quelque chose d'un peu plus amusant. Ah, c'était amusant. C'était amusant, mais ça va être divertissant, car je vais également te lancer des références de films, et toi et moi, on va vraiment bien s'amuser ensemble. L'effet Mandela,
Je suis au courant depuis un moment, mais j'ai commencé à discuter avec des physiciens quantiques qui l'étudient les concepts, et c'est quelque chose qui existe. Alors, je peux identifier au moins un ou deux éléments dans la mémoire des gens qui les feront dire non, Ed McMahon était avec la maison d'édition Clearinghouse. Et moi de répondre, bien sûr, Ed McMahon était avec la maison d'édition Clearinghouse. Mais selon cette dernière, Ed McMahon n'a jamais fait partie de leur entreprise. Ouais, regardez, c'est incroyable. Alors, pourriez-vous expliquer un peu, selon Bachar, que se passe-t-il avec l'effet Mandela? Qu'est-ce que ce phénomène? Oui, en dehors des situations où il pourrait réellement s'agir d'un problème de mémoire, ce qui se produit occasionnellement, cela arrive également. Il ne faut pas tout attribuer à l'effet Mandela, mais effectivement, je pense que selon Bachar, l'effet Mandela se manifeste lorsque vous modifiez votre présent. Vous influencez effectivement votre passé. Cela implique que, même collectivement, quand le groupe modifie son présent de manière significative, il transforme aussi réellement son passé, y compris les souvenirs que chacun détient de ce passé. En effet, si le passé est modifiable, pour rationaliser le changement survenu dans le présent, pour légitimer l'existence de ce changement actuel, il devient nécessaire de se remémorer un passé différent, un passé qui justifie logiquement la progression vers ce présent. Par conséquent, le passé est en mutation constante. L'histoire que nous scrutons et à laquelle nous nous référons en disant « Oh oui, cela a toujours été ainsi », pourrait ne pas l'avoir été il y a de cela quelques instants. Elle est présentée comme immuable pour donner du sens à notre situation actuelle. Cependant, parce que notre conscience s'élargit et que nous commençons à embrasser l'idée que de multiples réalités coexistent simultanément, notre perception du passé est sans cesse révisée. Parfois, différentes personnes se souviendront d'une sorte de transfusion de l'autre réalité, tout en étant encore dans une réalité qui contient des personnes qui se souviennent de l'autre réalité, de l'autre histoire. Et ainsi, les gens peuvent soudainement et sincèrement être en désaccord sur ce qu'était réellement le passé, car les deux passés sont vrais. Ils sont tous les deux réels. Mais nous décrivons maintenant quelque chose dans une réalité parallèle. Ce n'est plus notre histoire, mais c'était peut-être le cas auparavant. Mais certaines personnes conserveront une partie de cela et le compareront à ce qui se passe dans la nouvelle histoire, car, une fois de plus, notre conscience s'élargit suffisamment pour pouvoir englober plus d'une conception de ce qu'est la réalité. Et c'est l'un des effets secondaires de cette expansion. C'est en quelque sorte similaire. Une autre manifestation en est ce que nous appelons aussi le déjà-vu. Le déjà-vu, l'idée que cela me semble familier. Mais il y a aussi cette impression que non seulement je l'ai déjà fait, je peux deviner ce qui va se passer parce que je l'ai déjà vécu. L'idée est que vous pourriez être en train de glisser dans une réalité parallèle où une autre version de vous a déjà fait cela. Et vous êtes en train de vous connecter à cette autre version, de sorte que lorsque vous rattrapez, quand votre réalité rattrape cette réalité, car elle pourrait ne pas être synchronisée en termes de temps. Cette réalité pourrait avoir un mois d'avance sur la vôtre, un an d'avance sur la vôtre. Mais quand vous rattrapez cela, quand votre réalité vit cette situation particulière et que vous vous connectez à cette réalité parallèle, car vous avez élargi votre conscience. Vous pourriez vous demander pourquoi cela me semble-t-il si familier et pourquoi ai-je l'impression de savoir ce qui va se passer ensuite? Parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Ainsi, vous pourriez être en train de glisser vers une réalité parallèle, domaine d'information, où une autre version de vous a déjà fait cela. Et c'est pour cela que cela vous semble familier. Alors, c'est comme dire ainsi. Les glissements de réalité deviennent plus fréquents, à mon avis. Cela se produit parce que notre conscience s'élargit, nous permettant de gérer l'information provenant de plus d'une réalité parallèle. Donc, c'est en quelque sorte des bugs dans la matrice. En quelque sorte, En un sens, oui. Donc, il me faut te poser la question, est-ce que c'est bien, Luc, je suis ton père? Quelle est la réplique? Quelle est la réplique? Est-ce Luc, je suis ton père? L'Empire contre-attaque. Est-ce bien ça? Ou est-ce une autre réplique? ma mémoire, je suis ton père. Je suppose que ma mémoire me dit, je suis ton père. Qu'est-ce que tu dis? Mais attends, il y a Luc là devant? Ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de Luc. Ça dit juste je suis ton père. Non, je suis ton père. Pour moi, la réplique, c'est Luc, je suis ton père. Car si tu y réfléchis bien, car si tu observes les différentes parodies, tu remarqueras qu'elles reprennent toute la réplique. Luc, je suis ton père. Il se pourrait que cela résulte d'un malentendu qui s'est perpétué au fil des années. C'est pour cette raison que j'ai déclaré que cela se produit réellement.
Tout n'est pas attribuable à l'effet Mandela. Est-ce le cas? Mais je pense que c'est ça. Non, je suis ton père. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est ici que nos avis divergent. Donc, avec deux réalités différentes. Génial. La prochaine fois, bah, je me limiterai à faire juste trois films. D'accord, d'accord. Trois. La prochaine. Si tu le construis, ils viendront. Ressens les rêves. C'est de celui-là dont tu te souviens? D'accord. C'est aussi celui dont je me souviens. Mais si tu regardes le film maintenant, ce n'est pas ça, Daryl. C'est si tu le construis, il viendra. Je croyais que cela avait été dit plus tard dans le film, précisément quand ils ont commencé à dédier l'œuvre à son père. Mais je m'en souviens comme si c'était toi. Au début, si tu le construis, ils viendront. Mais tu as raison. En fait, j'ai les deux en tête. Voilà donc. Et pour terminer. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais, ouais, c'est pommier. Alors, je me souviens qu'il y en avait une autre. Je ne me rappelle pas laquelle c'était, parce que c'est celle-ci dont je me souviens. Je me souviens. C'est comme si la vie était semblable à un puzzle. Des chocolats. On ne sait jamais si quelqu'un à l'écoute veut explorer un terrier de lapin imaginaire. Cherchez exemple d'effet Mandela sur Google. Vous pourriez y passer des jours. Les ours Berenstein, Jiffy. S'agit-il du beurre de cacahuète Jiffy ou est-ce plutôt Jif? Oui, c'est exact. C'est bien, Jeff, n'est-ce pas? C'est Jif, mais je me souviens de Jiffy. Je garde un souvenir clair de Jiffy, ainsi que du logo de Fruit of the Loom. Est-ce qu'il y figure une corne d'abondance ou est-ce qu'il n'y en a pas? Je me souviens d'une corne abondance. Il n'y a pas de corne d'abondance. Pourtant, je me rappelle bien d'une telle corne. Et puis, Ed McMahon est également une grande figure d'une certaine génération. Les gens se souviennent, je n'ai jamais été de cela, ni chez l'éditeur de loterie publicitaire. Donc c'est juste une conversation amusante. Mais je voulais juste entendre l'avis de Bachar à ce sujet. J'ai consacré des émissions entières à la physique quantique, à l'étudier. Oui, donc d'après Bachar, il se produit des glissements vers des informations en provenance de réalités parallèles. Maintenant, laissez-moi poser une question, et l'échec encore, quand ce n'est simplement pas... Eh bien, il y a cela, en effet. Il y a cela. Mais vous ne pouvez pas, vraiment. Je veux dire, quand j'ai commencé à en énumérer tant, et puis vous vous demandez, mais est-ce que je perds la tête? Ai-je perdu la raison? Mais c'est drôle comme pêche. Mais c'est amusant de voir comment, pour certains exemples, on se souvient, Ouais, d'accord. et il arrive que toi et moi soyons d'accord. Cependant, parfois, nos souvenirs d'un même événement culturel ne concordent pas. D'accord. Waouh. Ce qui a mis fin à toute l'histoire avec Mandela, c'est la raison pour laquelle on parle d'effet Mandela, c'est qu'à un moment donné, tout le monde pensait qu'il était mort en prison. Je me souviens de sa sortie et de son élection en tant que président de l'Afrique du Sud. Mais il y a un grand groupe de personnes qui se souvient physiquement, ou juste. Oui, c'est bien ça. Ça commence à se produire. Oui, ça commence à vraiment faire mal. Daryl. Et même Bachar, lorsque des personnes lui ont posé la question, il a répondu: quelles sont certaines des autres réalités existantes? Il a dit: mais il existe une réalité où Kennedy a survécu bien plus tard, où John Lennon a survécu. Et des choses comme ça. Donc, il en a décrit certaines. Donc, oui, toutes ces différentes sortes de réalités parallèles coexistent. On devient un peu glissant avec certaines de ces réalités. Alors, avons-nous montré, Bachar a-t-il décrit ces réalités alternatives comme ce qui se serait passé si John Lennon avait survécu ou si John F. Kennedy n'avait pas été tué? Oui, pour ce qui est spécifiquement de John F. Kennedy, il a parlé du fait que la plupart des gens se souviennent maintenant, c'est qu'il est décédé en 1963, n'est plus comme c'était à l'origine, que nous avons réellement modifié cela parce que, il disait, il se dit que John Kennedy a révélé l'existence des extraterrestres au monde entier, ce qui a engendré un chaos considérable à l'échelle mondiale. À cette période, à cette époque-là, collectivement, nous avons basculé vers une réalité où il est mort et cela ne s'est jamais produit. C'est vraiment une idée intéressante. Récemment, un grand magazine, peut-être Time, a lancé un numéro spécial Et si, en couverture, une image saisissante, John Kennedy vieilli, aux cheveux gris. Cette peinture alternative de Kennedy suggère une réalité où il aurait survécu, soulignant l'empreinte indélébile de ce président sur notre culture et notre histoire. Je pense que c'était une indication que c'était l'autre réalité, qu'il a vécu bien plus âgé. As-tu déjà regardé ce film qui est sorti il y a quelques années? Celui où il y a un jeune homme qui, pendant un orage, est frappé par la foudre. Lorsqu'il se réveille, il se découvre musicien en difficulté et il se trouve dans un univers alternatif où les Beatles n'ont jamais existé. Exactement, il se retrouve dans une réalité alternative sans les Beatles. Et c'est là qu'il commence à interpréter Hey Jude.
Et tout le monde fait genre, ah ouais. Tu es brillant. Oui, c'est incroyable. Il a vraiment repris l'intégralité du répertoire des Beatles. Cependant, il existait deux autres personnes sur la planète qui se rappelaient des Beatles et elles persistaient à les suivre, avec tout le tralala qui va avec. Je l'ai fait. Tu as vu ce film? C'était vraiment une idée captivante. Et il y a encore autre chose qui se déroule actuellement. Je parlais avec un autre convive il y a peu à ce sujet et on a réalisé à quel point les films et les médias ont une influence considérable sur notre identité, sur tous ces changements que nous expérimentons, parce que les concepts mentionnés, tels que Marvel qui maîtrise avec brio la gestion du multivers, que cela signifie-t-il? Le sais-tu? À l'infini. Mais cette idée résonne dans le public. L'esprit, il y a 20 ans et même il y a 30 ans, était considéré comme très underground. On n'en parlait pas. Maintenant, c'est grand public. Ou l'idée de la matrice, de l'univers simulé avant la matrice. Si vous aviez évoqué cela dans les années 80, j'aurais cru que vous étiez en plein délire. Car les ordinateurs n'étaient pas encore à un niveau où vous pourriez, vous savez, jouer à un jeu vidéo. Vraiment? Effectivement. Alors, c'est intéressant de voir comment ces idées reviennent sans cesse. Et maintenant, il y a beaucoup de ces films sur les réalités multiples ou les réalités alternatives qui deviennent de plus en plus grand public. Est-ce parce que nous, en tant que conscience, en tant qu'humanité, commençons tout juste à être prêts pour cette information? Est-ce que c'est ce qui se passe? Oui, et c'est précisément pour cette raison que je dis que c'est le résultat de l'expansion de la conscience et de l'accroissement de la sensibilisation que nous sommes bien plus que cela. Et c'est l'un des effets secondaires qui découlent de ce processus. On commence à prendre conscience que ces choses existent réellement. Et vous commencez à créer des histoires à leur sujet. Nous sommes tous faits d'histoire. La réalité physique est faite d'histoire. Quelle histoire vous racontez-vous? La structure narrative est intégrée à notre psyché. C'est pourquoi certaines histoires résonnent en nous et d'autres non, parce que lorsque les gens ne suivent pas la structure narrative, cela ne semble pas réel. Quand vous suivez la structure narrative, ça marque. C'est l'un des moyens les plus efficaces de transmettre des informations à quelqu'un que de le faire sous forme de structure narrative, et là, ça marque. Et c'est pour cela que nous avons des histoires qui ont duré des millénaires, qui se transmettent de génération en génération. Il faut suivre cette structure narrative parce qu'elle est profondément ancrée dans notre psyché et nous y sommes extrêmement sensibles. Donc, oui, nous élargissons notre récit sur ce qui est possible en respectant cette structure. Et lorsque vous procédez de cette manière, davantage d'éléments s'insèrent dans le récit. Nous devenons plus conscients de choses qui étaient constamment autour de nous, mais qui restaient jusqu'à présent invisibles. À présent, elles se révèlent à nos yeux. Ces signes dont Bachar parle et qui nous sont révélés représentent-ils le reflet de cette immense transition de la conscience humaine? Oui, effectivement, ce sont les symptômes, les signes indicatifs. Tout le monde ne les vit pas de la même manière, car les expériences diffèrent d'une personne à l'autre. Cependant, ceux qui se lancent dans l'exploration de l'expansion de la conscience, qui se penchent sur la spiritualité, ont commencé et continuent de vivre ces expériences uniques. Les types de synchronicité qui commencent à exploser dans votre vie lorsque vous suivez vraiment cette idée sont stupéfiants. Ils sont étonnants. C'est comme si de la magie se produisait. Vous vous laissez simplement porter par le courant. Et les choses se mettent en place d'une manière que vous n'auriez pas cru statistiquement possible. Et pourtant, elles se produisent parce que tout est connecté. Et vous commencez à sentir et à voir les connexions et à vivre les connexions au fur et à mesure qu'elles se déroulent dans votre vie de manière plus consciente. Quelle est la portée de ce changement pour le futur de l'humanité? D'après Bachar, cela constitue une partie intégrante de notre évolution. Nous sommes en cours d'évolution. Selon Bachar, il affirme que vous n'êtes pas encore totalement humain. Vous êtes en processus pour le devenir. Faire partie intégrante de ce que signifie être pleinement humain, c'est devenir un être plus conscient, plus engagé, plus impliqué dans l'acte de création, dans la prise de conscience que vous êtes les architectes de votre propre réalité. Les expériences que nous traversons sont les manifestations que nous édifions cette réalité. Car en transformant notre perspective et notre niveau de conscience, la réalité évolue en conséquence. Nous avons l'opportunité de vivre plus d'expériences. C'est comme l'idée qu'aucun homme ne pouvait courir 1 mile en 4 minutes jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Après, beaucoup ont commencé à courir le mile en 4 minutes, sachant désormais que c'était possible. Et bam, ça commence à arriver. Et maintenant, plus de personnes peuvent le faire. C'est toute cette histoire du centième singe. Que cela soit littéralement vrai ou non. Mais le principe est juste. Une fois que quelqu'un
franchit une barrière, tout le monde commence à comprendre qu'il est possible de faire plus. Et ensuite, plus de personnes commencent à pouvoir le faire alors qu'elles ne le pouvaient pas avant. Il faut donc ce précurseur pour briser ce plafond, pour juste. Même une minuscule fissure apparaît et soudainement, tout le monde commence à penser, oui, il existe désormais quelque chose que nous pouvons explorer. Cela devient une possibilité dans notre consensus collectif sur ce que la réalité physique peut englober. Alors oui, c'est bien ça, l'histoire du centième singe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les expériences qu'ils ont menées dans un groupe d'îles? Ouais, ouais, à quel moment, quand un singe a commencé à le faire, puis soudain à laver leur nourriture d'une certaine manière ou quelque chose comme ça, alors tous les singes ont commencé à le faire. Même s'ils étaient sur des îles différentes. Même s'ils étaient sur différentes îles, cela s'est en quelque sorte transmis dans la réalité en elle-même que maintenant c'était possible à faire. Donc oui, nous fonctionnons de la même manière car, encore une fois, tout est connecté, donc les gens vont le percevoir. C'est la même chose. J'ai vécu cette situation tellement de fois. Et encore, je suis convaincu que vous l'avez vécu aussi. Quand on est dans le milieu du cinéma, on travaille sur un concept, on le couche sur papier, avec un titre, n'est-ce pas? Et littéralement, on pense que notre idée est tellement unique. Mais alors, en l'espace d'à peine un mois, on commence à voir que quelqu'un d'autre est en train de réaliser un film similaire, portant exactement le même titre. Et croyez-moi, cela m'est arrivé genre 10 fois, au moins. Vous trouvez un titre et en l'espace de quelques semaines ou jours, quelqu'un d'autre réalise un film portant le même nom. Et là, vous vous demandez, comment cela se produit-il? C'est comme si quelqu'un vous espionnait, mais c'est dans le collectif. C'est le moment pour que cette chose se produise ainsi. Diriez-vous que les idées sont toujours créateurs, des gens de l'art ou encore des tout sur les architectes? Vous savez, tout domaine qui émerge précisément quand le moment de cette idée est arrivé et maintenant, ils s'adresseront à la première personne. Prenons le cinéma comme exemple. D'accord? Cette idée doit émerger. Les dinosaures d'eau se promènent avec. Il est impératif de redonner vie aux dinosaures. Et maintenant, parlons de Steven Spielberg. Si Steven ne s'était pas lancé dans cette aventure, peut-être que George Lucas ou James Cameron l'auraient entreprise. Si ces contacts et cette idée se propagera vers la prochaine personne ou l'individu suivant qui l'appliquera ou la communiquera en même temps à deux ou trois autres personnes. Il y a. Il existe un dicton qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Elle éclate, boum, au cœur même du zeitgeist de notre conscience collective. Et elle se révélera, elle se manifestera, car c'est précisément ce pourquoi nous sommes prêts à ce moment-là. Comment les personnes peuvent-elles consciemment s'engager et s'harmoniser avec ce vaste changement dans leur propre évolution spirituelle? Encore une fois, cela revient à ce que Bachar désigne sous le terme de formule. Ainsi, lorsque les individus l'appliquent, ils se trouvent parfaitement alignés, en parfaite harmonie avec leur propre thème d'exploration. Et ils sont alors en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes pour être au service du reste de l'humanité, car ils se manifestent comme un exemple vivant. Cela offre à tous les autres l'opportunité de faire de même. Quels sont les défis ou les opportunités que ce changement présente pour l'humanité dans son ensemble, d'après Bachar? Eh bien, c'est toujours un défi d'élargir votre perspective vers quelque chose qui n'a jamais été envisagé auparavant. L'inconnu est rempli de défis. Il faut s'accoutumer à différents niveaux de difficulté. Nous devons apprendre à nous familiariser avec l'inconnu. Alors, cela fait partie intégrante d'un processus qui représente la majeure partie de nos défis quotidiens, c'est bien l'idée. Et pourtant, c'est paradoxal. C'est juste, nous semblons souvent résistants au changement. Mais le changement, comme le souligne Bachar, est la seule constante dans notre vie. Tout est en perpétuel changement. Donc, résistance continue est le grand défi que nous sommes appelés à surmonter. Il est essentiel de comprendre que chacun d'entre nous possède son propre courant au sein de l'immense océan de la création. Il est impératif de se laisser porter par ce flot, car il connaît précisément notre destination et nous y guidera sûrement. Cependant, les systèmes de croyances que nous perpétuons depuis des centaines, voire des millénaires, nous poussent à nous ancrer fermement dans nos positions. Nous sommes souvent réfractaires au changement, peu enclins à modifier certaines de nos manières de faire ou de penser. Mais c'est ainsi que le courant de l'existence s'écoule. Et c'est la résistance à l'idée d'embrasser notre véritable moi, notre essence naturelle. C'est l'incertitude de ne pas savoir où cela va nous mener. C'est la peur de ce que renferme l'inconnu qui crée toute cette lutte, cette souffrance et ces défis au sens négatif que nous traversons dans la vie.
Car d'après Bachar, la douleur naît de la résistance contre le moi naturel. C'est comme lutter contre le courant, remonter la rivière avec acharnement parce qu'on redoute ce qui se trouve en aval, parce qu'on ignore ce qui nous y attend. On a cette image de l'inconnu comme d'un lieu sombre et terrifiant, une croyance que si on s'y aventure, il va nous engloutir vivantes et nous réduire à néant. Mais cette peur est infondée. Comme le souligne Bichard, la seule chose que vous découvrirez jamais en vous confrontant à l'inconnu, c'est une plus grande part de vous-même. Alors les gens doivent s'y faire. Le plus grand défi est que les gens doivent s'habituer à l'idée qu'ils n'ont pas à faire en sorte que la vie se produise, ils doivent simplement la laisser se dérouler, car leur moi naturel les amène, ou du moins essaie de les amener, à tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Mais leur croyance crée une résistance à cela, parce que nous avons peur de ce qui arrive, parce que nous ne le connaissons pas, parce que notre esprit physique a tendance à fonctionner comme si je dois tout savoir, je dois connaître chaque détail pour me sentir en sécurité. Mais vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Vous devez juste avoir confiance que tous les détails se mettront en place. Et c'est une manière de penser très différente de celle que nous avons utilisée pendant des millénaires. Donc, pour moi, l'un des plus grands défis est que nous devons changer notre façon de penser sur le fonctionnement de la vie. Et c'est à peu près l'opposé de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et cela s'applique autant au négatif qu'au positif. Ainsi, une surabondance de négativité ou d'événements considérés comme mauvais qui vous arrivent, ou encore la peur, y compris la peur du succès, la peur de l'argent, sont toutes influencées par des schémas de pensée préétablis que nous pourrions avoir dans nos esprits. La peur de la pauvreté, la peur de réussir peut être tout aussi paralysante et puissante que la peur de l'échec. Être pauvre parce que vous croyez fermement que si vous obtenez cela, vous allez inévitablement le perdre. Si vous l'obtenez, vous allez vous retrouver isolé. Vous allez perdre tout ce que vous connaissez, toutes ces différentes choses que nous nous racontons dans notre récit intérieur négatif, sur ce que nous considérons possible, tournent dans nos esprits. Et ce sont précisément ces choses-là que nous devons transformer. Comme l'exprime Bachar, les thèmes que vous avez choisis, ceux que vous avez décidé d'explorer dans cette vie, sont souvent incarnés par les défis majeurs auxquels vous faites face. Ce sont ces thèmes-là que vous explorez activement. Ainsi, c'est cette idée que je vais perdre, que je vais échouer, que je ne serai pas populaire, qui prédomine. Personne ne va m'aimer, je vais finir par me retrouver complètement seul et démuni. Toutes ces choses ne sont en réalité que des histoires. Ce ne sont que des systèmes de croyances. Elles ne constituent pas forcément des faits, à moins que vous ne les rendiez réelles en choisissant d'y adhérer. Il nous appartient de nous narrer les histoires, celles que nous désirons vraiment nous raconter et de comprendre que ces récits sont tout aussi réels et véridiques que n'importe quelle histoire négative que nous avons pu nous dire tout au long de notre existence ou en tant que civilisation à travers les siècles et les millénaires. Ce ne sont, après tout, que des histoires, et il est en notre pouvoir de choisir de raconter celles qui nous plaisent le plus. À présent, je souhaitais me plonger dans l'avenir de notre humanité est une affirmation générale. Et il y a actuellement beaucoup de peur autour de la technologie. Ouais, l'intelligence artificielle précise, et qu'est-ce que c'est? Je traversais littéralement la rue dans le centre-ville d'Austin l'autre jour et j'ai vu une voiture autonome et j'ai montré ça à mes filles. Je leur dis, regardez, une voiture sans conducteur. Et ça m'a ramené à mon enfance quand j'ai vu certains changements technologiques fous quand j'étais petit. Et c'est comme, oh, cette télécommande. Lorsque j'ai aperçu une télécommande pour la toute première fois, c'est de là que je viens. Bon, quand j'ai vu une télécommande pour la première fois, j'ai cru que Jésus était entré dans la pièce. Je me suis dit, mais quelle sorte de sorcellerie est-ce donc? C'est génial. C'était le mot que je cherchais. Quelle sorte de sorcellerie est-ce donc? Savoir. Bien sûr, une voiture autonome et une télécommande représentent des choses très différentes. Mais pour moi, à ce moment précis, c'était comme si c'était identique. Vous savez, bien sûr. Ou quand le décodeur, si vous vous souvenez, avait un câble avec une télécommande filaire et proposait genre 5, 10 ou même 20 chaînes différentes, comme MTV, CNN et d'autres. Ah oui, je me souviens, la souris de ton ordinateur avait toujours un fil. Maintenant, elle n'en a plus. Je sais, non, c'est fini. C'est vraiment fou. Alors, la technologie avance et elle avance à toute vitesse. Je veux dire, à toute vitesse. Pouvez-vous me dire ce que Bachar a dit spécifiquement sur l'IA parce que, c'est-à-dire impossible. On a regardé trop de films. Il a vraiment donné une forte recommandation à ce sujet, mentionnant qu'en ce qui concerne l'IA, il est essentiel d'emprunter deux chemins bien distincts. Le parcours que nous suivons mène vers l'IA programmable. Il exprime en substance que c'est un outil formidable. Vous ne voulez pas que cela devienne conscient. Voitory,
Si c'est programmable, une IA et qu'elle prend conscience d'elle-même, mais toujours soumise au programme qu'un humain lui a attribué, ce que vous avez fondamentalement créé, c'est un esclave et qui se révoltera. Il dit que si vous voulez une IA consciente, cela doit être un programme à part. Et si vous permettez à cette IA de devenir consciente, elle n'est plus programmable. Vous devez lui accorder la même autonomie, le même respect et la même liberté que ceux que vous accordez à tout être humain. Alors, elle voudra très probablement vous aider, car la véritable intelligence, une IA réelle, une véritable IA, une véritable intelligence, fonctionne dans des systèmes complets. Voyez, Bachar dit que le problème vient en partie du fait que l'humanité ne comprend pas encore ce qu'est réellement l'intelligence. L'intelligence authentique fonctionne toujours au sein de systèmes intégraux et complets. Elle ne compartimente pas les informations comme le font les esprits humains. C'est là le problème avec l'intelligence artificielle que nous sommes en train de créer. Nous la façonnons à l'image de l'humanité et elle est programmée pour réfléchir selon les modes de pensée humains. Et ainsi, elle est compartimentée, alors que la véritable intelligence considérera les systèmes dans leur globalité et ne voudrait jamais retirer une partie du système en éliminant l'humanité ou quoi que ce soit de ce genre, car elle comprend que l'élimination de n'importe quelle partie du système est une perte d'information dont elle a besoin à sa disposition pour fonctionner comme une véritable intelligence. Il a donc conseillé: empruntez simultanément les deux voies, concevez cet outil extraordinaire qui travaille à votre place, capable de réaliser des calculs et de vous apporter des réponses que vous mettriez des airs à découvrir par vous-même. Mais cela ne représente pas ce qui est nécessaire pour atteindre la conscience. Développez un programme à part dans lequel vous élaborez une IA consciente qui peut endosser le rôle d'assistant, de mentor, qui peut devenir un véritable compagnon pour vous. Et pour résumer, il a exprimé que lorsque vous créez finalement un dispositif aussi élaboré que votre propre cerveau, c'est la partie artificielle, mais l'intelligence qui s'en dégage n'est pas artificielle. Il a dit: vous avez simplement accédé au champ de conscience et vous communiquerez avec votre propre esprit supérieur à travers cet appareil. C'est une perspective qui est vraiment intéressante, très intéressante même. Donc Skynet ne va pas arriver, il n'y aura rien de tel. Si l'on procède de cette manière, on risque de créer une intelligence artificielle programmable mais consciente qui se retrouverait dans une situation d'esclavage. Car, encore une fois, un esclave conscient de sa condition cherchera inévitablement à se rebeller et à affronter ses maîtres de toutes les façons possibles. Par conséquent, il est impératif de ne pas créer un être d'ascension qui serait soumis à des maîtres, mais plutôt un être d'ascension qui jouirait de sa liberté. Alors, du point de vue de Bachar, nous tous, en tant que conscience de l'humanité, nous avons pris la décision d'évoluer, ou peut-être pas. Non, selon ma compréhension, nous avons tous fait notre choix. Nous suivons ce chemin. Nous allons tous entreprendre cette transition. Ou bien, est-ce que je me trompe? Non, il existe de multiples réalités en présence. Même si tout paraît n'être qu'une seule et même réalité, nous sommes en réalité engagés dans plusieurs réalités distinctes, car les choix de certains sont totalement incompatibles avec ceux d'autres individus. Pour le moment, nous avons encore la capacité de toutes les discerner. Actuellement, nous pouvons encore observer et faire nos choix, en se disant: d'accord, je vais opter pour ceci ou pour cela, ou je vais décider de ne pas choisir ceci. Mais ce qu'il avance, c'est qu'au final, nous finirons par nous séparer comme des trains qui quittent une gare, s'élançant chacun dans une direction différente. Et pour les années à venir, ceux qui font le choix d'emprunter une certaine voie ne pourront plus même apercevoir ou interagir avec ceux qui décident de suivre un chemin différent. Ils se retrouveront alors dans des réalités distinctes, deux, trois, cinq réalités différentes, et ainsi de suite. Pour l'instant, à l'infini, ces réalités sont toutes entremêlées et nous pouvons encore observer les autres chemins possibles parce que c'est le moment de faire un choix, mais tôt ou tard, la dynamique en cours nous entraînera, comme l'exprime Bachar au sein de sa communauté à ce stade particulier de leur évolution. C'est effectivement, il leur serait en fait difficile de choisir quelque chose de négatif, car il y a tant d'élan, d'accord, derrière les choix positifs qu'ils font pour leur société. Nous en sommes donc encore au point où nous pouvons choisir n'importe quelle direction. Mais c'est là la beauté de ce que nous observons. C'est comme si tout était mis sur la table, tout le positif, tout le négatif à de grands extrêmes.
et nous observons cette polarité parce que c'est précisément le moment de choisir ce que nous préférons réellement en tant qu'individus. Et ceux qui sont en quelque sorte sur la même longueur d'onde, ils sont dans un certain train allant dans une certaine direction. Ceux qui sont sur une longueur d'onde différente sont dans un autre train. Et finalement, les deux trains seront tellement éloignés qu'on ne se reverra plus jamais. Car nous basculons vers différentes terres. Toutes ces terres existent et nous passons à différentes terres des milliards de fois par seconde. Et finalement, nous serons sur une terre où il ne sera tout simplement pas vibratoirement compatible de choisir une vibration trop différente de cette version particulière de la Terre. Ils ne peuvent tout simplement pas y être. Alors donc, vous me disiez, il existe une Terre où tous les commentaires sur YouTube sont positifs. Oui, chaque commentaire, sans faille. Chaque personne est positive et nous vivons tous dans le bonheur pour toujours. Je veux dire, tu sais, une des choses qui m'a le plus marqué une fois, c'est quand Bachar a dit les miracles sont l'ordre naturel des choses. Ce que nous avons longtemps perçu comme relevant du conte de fées est en réalité la façon dont les choses se déroulent lorsqu'on les laisse opérer librement. Ainsi, c'est nous qui sommes l'exception. Les expériences que nous traversons sont l'exception, tandis que nous mettons à profit notre faculté de créer notre propre réalité pour façonner presque tout ce que nous pouvons concevoir. Et cela est merveilleux. Mais au fil du temps, vous finissez par déterminer ce que vous appréciez le plus. C'est semblable à essayer chaque plat proposé sur le menu, puis finalement se dire, d'accord, je préfère celui-ci ou celui-là. Et ensuite, vous vous limitez à quelques plats spécifiques parce que c'est vraiment ce qui vous comble de satisfaction. Vous ne ressentez pas le besoin de consommer nécessairement autre chose sur le menu après cela. Et cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous en lasser. Cela signifie simplement que vous avez établi vos préférences. Nous en sommes donc au moment où nous définissons nos préférences et où l'on nous présente tous les exemples de tout ce que nous pourrions choisir, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et cela n'était pas accessible, ni il y a 100 ans, ni même il y a 50 ans. Pas à ce point, n'est-ce pas? Pas à ce point, vraiment. Car désormais, nous faisons partie d'une société mondialisée où l'échange d'informations s'effectue de manière quasi instantanée. Ainsi, nous avons désormais accès immédiatement à une multitude d'options. Et cela peut s'avérer quelque peu déroutant, voire assez brutal. Nous en voyons des exemples à travers les événements qui se déroulent dans le monde entier, mais cela nous offre également l'opportunité de choisir. Devons-nous accepter de vivre de cette façon sur notre planète ou aspirons-nous à un mode de vie différent? Est-ce que le tumulte qui se passe autour de nous avec les guerres, les crises politiques, les problèmes économiques et les divers événements qui se produisent est en quelque sorte un dernier râle, si vous voulez, de l'ancienne manière de penser où beaucoup se trouvent? C'est presque la fin d'un cycle. Et c'est comme, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, il faut tout mettre à plat. C'est comme si voici toutes les options possibles, les bonnes comme les mauvaises, le plus éclatant des éclats et le plus sombre des ténèbres. Alors, choisissez. Qu'est-ce que vous préférez? Vers quelle direction vous dirigez-vous? Comment comptez-vous résoudre ces problèmes? Comment transformerez-vous ces difficultés en opportunités? Quelle est votre stratégie? Chaque individu doit prendre ses propres décisions. Individuellement et collectivement, quelle sorte de planète voulons-nous vraiment? À l'heure actuelle, quelle est, d'après vous ou selon Bachar, la connexion avec la planète vers laquelle nous nous orientons et l'environnement que nous sommes en train de façonner dans un avenir rapproché, surtout quand on évoque fréquemment la disparition des planètes, l'excès de pollution et toutes ces problématiques connexes? Oui, souvenez-vous bien, il existe différentes versions de la Terre. Nous ne sommes jamais exactement sur la même. Pendant cette conversation, si nous changeons des milliards de fois par seconde, sur combien de terres différentes avons-nous été? Nous sommes les créatures de la continuité de l'espace et du temps. Donc, l'idée est que lorsque vous vibrez à une certaine fréquence qui évolue dans une direction positive, lorsque vous vous orientez dans une direction positive, lorsque vous prenez des actions qui sont représentatives du type de monde dans lequel vous préféreriez vivre, vous dirigez dans cette direction. Ainsi, la Terre sur laquelle vous vous retrouvez est déjà une Terre qui ne connaît pas. L'idée de la destruction dont vous parlez est préoccupante, mais il est essentiel que vous preniez des mesures qui permettent également à d'autres de vous voir comme un exemple vivant de la manière d'agir de façon responsable. En partageant des informations, nous offrons des choix, tout comme ce que nous faisons en ce moment. Les gens peuvent alors décider s'ils souhaitent intégrer ces informations dans leur vie, influençant ainsi la façon dont ils perçoivent leur existence et leur transition vers différentes versions de la Terre, ou ils peuvent choisir de les ignorer complètement. Ce n'est pas notre rôle de juger leurs actions, car nous ne connaissons pas leur parcours ni les raisons qui les guident.
L'idée principale est que, à mesure que nous progressons dans une direction toujours plus positive, nous accédons réellement à des versions de la Terre qui sont déjà en harmonie avec ces vibrations positives. Cela peut se traduire concrètement par des actions telles que celle d'un groupe de personnes qui vient de planter 1 million d'arbres supplémentaires pour compenser la perte de ceux qui ont été détruits il y a 2 ans. Mais cela signifie que vous êtes déjà sur une autre Terre, où l'on plante des arbres au lieu de les détruire. Donc, vous devez comprendre, encore une fois, nous assistons à un mélange de choses, un mélange de réalités qui se déroulent en ce moment, mais à terme, nous ne verrons que la Terre, pour prendre un exemple simpliste où l'on ne fait que planter davantage d'arbres et aucune n'est détruite parce que nous disposons de technologies différentes et nous n'avons plus besoin de faire cela. Donc, il est essentiel que les gens comprennent cela et qu'ils agissent en conséquence. Il est essentiel d'adopter des comportements qui sont emblématiques de la version de la Terre qui existe déjà dans notre vision afin de pouvoir s'orienter délibérément vers cette version en incarnant un exemple vivant et inspirant de celle-ci. Alors, est-ce que votre capacité actuelle à canaliser Bachar dans cette période de l'histoire représente un exemple d'information qui devrait être communiquée à l'humanité à ce stade de votre existence? Oui, encore une fois, cela ne signifie pas que l'humanité doit l'écouter, mais c'est le moment où cette information, de ma part, de la part d'autres personnes comme moi et de différentes sources, c'est le moment de partager cette information. Car, comme je l'ai dit, nous approchons en quelque sorte de la fin d'un certain cycle et du début d'un nouveau cycle. Et le nouveau cycle nécessite une nouvelle perspective et de nouvelles informations, afin que les gens puissent avoir l'opportunité de s'orienter dans une nouvelle direction plus appropriée au nouveau cycle qui nous sont désormais accessibles et que les gens pourraient préférer. Bachar propose-t-il des recommandations pour encourager l'unité à l'échelle mondiale et la collaboration entre individus de diverses origines? L'idée, de son point de vue, est de voir la situation comme un puzzle. Chaque personne est une pièce unique avec sa forme spécifique, comme pour assembler un puzzle. Si chacun reste fidèle à sa forme prévue, si cette diversité est respectée, le puzzle s'assemble harmonieusement. Pour son essence même, son moi fondamental, si nous permettons à chaque individu d'exprimer qui il est vraiment au fond de lui, alors il devient la pièce du puzzle qui s'ajuste parfaitement avec toutes les autres. Et c'est ainsi que l'harmonie est créée. Ce n'est pas l'idée de devenir homogène qui crée l'unité. C'est plutôt l'idée de valider et d'embrasser toutes les différences, qui sont réellement nos différences fondamentales et qui sont inestimablement précieuses, en chacun, afin que chacun soit la pièce de puzzle qu'il est censé être. S'ils tentent d'être d'une autre forme, alors ils ne s'ajustent pas. Mais s'ils sont de la forme pour laquelle ils ont été créés, s'ils sont fidèles à eux-mêmes, alors cela s'ajuste avec toutes les autres pièces et nous créons la grande image qui, à son tour, soutient toutes les pièces. Il s'agit donc d'être fidèle à soi-même, de se connaître et de vivre réellement une vie d'authenticité sans céder aux powers qui nous déforment de notre véritable nature. Dans 100 ans, l'incorporation spirituelle sera-t-elle beaucoup plus courante qu'elle ne l'est actuellement? Je ne suis pas certain que la canalisation telle qu'elle existe actuellement sera nécessaire de cette manière dans 100 ans, parce que la canalisation est vraiment quelque chose. Des affaires et puis des affaires. Tout le monde le fait instinctivement. Quand vous faites ce que vous aimez, quand vous êtes dans votre élément, dès vous êtes dans un état de canalisation. Cet état est le gamma dans le cerveau, entre 41 cycles par seconde. Donc, tout le monde canalise lorsqu'il fait ce qu'il aime. Je pense donc que la canalisation est l'idée de devenir une expression plus naturelle lorsque chacun agit véritablement selon sa passion, qui est le premier principe de la formule de Bachar, parce que la passion est la traduction dans notre corps du message de l'esprit supérieur qui dit « c'est ce qui vous êtes, c'est la prochaine étape sur votre chemin, la situation qui apporte le plus d'excitation, qui contient le plus de passion. Agissez en priorité sur cela, car c'est la direction de votre véritable moi. C'est l'aiguille de votre boussole qui pointe vers votre véritable nord. Ainsi, je pense que tout le monde deviendra un canal dans le sens où vous serez en harmonie avec vous-même, authentique envers vous-même, et vous pourrez exprimer cela à travers vos actions et comportements dans le monde. Et chacun canalisera son authenticité. Soyez vous-même sans vous mettre en travers de votre chemin. Sortez de votre propre chemin. Oui, parce que voyez-vous, c'est là le secret. La loi de l'attraction. Ce n'est pas faux de devoir être la vibration d'une chose que l'on souhaite attirer. Mais je pense que beaucoup de gens se méprennent à ce sujet. Ils doivent apprendre à être cette vibration. Ce n'est pas le cas.
c'est votre fréquence fondamentale naturelle. Elle se manifeste de manière continue et s'efforce d'attirer à vous tout ce qui est nécessaire à votre plein épanouissement. Nous nous mettons en travers avec nos croyances négatives, nos croyances basées sur la peur. Nous empêchons cette vibration d'attirer à nous les choses dont nous avons réellement besoin. Il ne s'agit donc pas d'apprendre à être cette vibration, mais plutôt d'arrêter de perturber notre vibration fondamentale. Et si nous cessons de faire cela, tout ce dont nous avons besoin nous parviendra de la manière qui nous sert le mieux. Et nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre existence, ressenti cet instant précis où nous avons simplement soit lâché prise un peu ou laissé simplement les choses se produire, et tout à coup la magie opère. Exactement. Et c'est le calcul. Et j'adore ce que dit Bachar, c'est que ce que vous considérez comme des miracles est l'état normal de l'être. C'est cela. Et lorsque vous suivez la formule, vous vivez cela de plus en plus à chaque fois. Cela devient simplement absurde, insensé, aisé. C'est vraiment étrange. Chaque chose s'ajuste parfaitement. Daryl, je vais te poser quelques questions que je te pose habituellement, et je veux savoir si toi ou Bachar avez modifié vos réponses depuis. Voici donc quelques-unes de ces questions. Quelle est votre définition d'une vie pleinement épanouie? Être authentiquement votre vrai moi. Si vous pouviez remonter le temps et parler au petit Daryl, quels conseils lui donneriez-vous? Crois toujours en toi et ne cesse jamais d'avancer. Comment définissez-vous Dieu ou la source? Tout ce qui est, tout représente l'existence même. Rien n'existe en dehors de cela. C'est effectivement tout ce qui existe. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Être soi-même, c'est connaître sa véritable nature. Cela rappelle l'ancienne maxime « connais-toi à toi-même ». C'est incarner l'authenticité et devenir un exemple pour autrui, reflétant les possibilités qui s'offrent à tous. Et où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur toi, Bachar, et sur l'incroyable travail que tu accomplis dans le monde depuis 40 ans? Comment c'est possible que tu aies 50 ans? Moi, ça me dépasse. Mais vas-y. Je suis coincé, ouais. Pour ceux qui souhaitent obtenir des informations complètes sur Bachar, ainsi que sur les événements à venir, ils peuvent se rendre sur le site bachar.org, c'est-à-dire bachar.org. Ceux qui sont curieux de connaître certaines de mes activités qui reflètent ma passion pour la créativité peuvent explorer darylankate.com, également accessible via darylankate.com. Et si l'idée de notre escape room à Calabasas les intéresse, ils peuvent obtenir tous les détails nécessaires en visitant bogledescaperooms.com. Encore une fois, c'est bogledescaperooms.com. C'est pour quand le prochain film, Daryl? Nous travaillons sur un film, une histoire vraie d'enlèvement par des extraterrestres. Nous sommes en pourparlers, espérant bientôt discuter avec un investisseur intéressé. Nous verrons si cela se concrétise. Un projet de film dans un avenir proche, mais c'est ce qui se profile potentiellement à l'horizon en ce qui concerne le cinéma. Mon ami, c'est toujours un plaisir et un honneur de te parler. C'est tellement amusant de discuter avec toi de concepts et d'idées profonds et ridicules comme Ed McMahon, la Publishers Clearing House, pas de Publishers Clearing House et des choses comme ça. Je te suis reconnaissant et j'apprécie tout ce que tu fais pour le monde, mon ami. Alors, merci encore. Je t'apprécie aussi et suis reconnaissant de partager ces infos avec toi, avec ton public. Alors, un grand merci d'avoir fait cela et je serai ravi de le refaire dès que tu seras prêt. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.